Allez, on se retrouve avec notre fait du jour. Catastrophe pour le monde de l'économie, tant d'incertitudes qui remet en cause notre économie mais la société tout entière. Voilà pour le tableau très noir qui a été peint par le Premier ministre François Bayrou il y a quelques instants suite à la guerre économique déclarée officiellement par Donald Trump la nuit dernière. La France et l'Europe qui cherchent et trouvent la riposte avec notamment la taxe sur les GAFA. On va parler de l'impact de telles mesures. Faut-il aller plus loin, assumer encore plus le rapport de force ou craindre l'escalade? Avec quelles conséquences pour nous, pour vous, pour les entreprises et les emplois? On en parle avec notre invité Christian Boissieu. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-président du Cercle des économistes, professeur émérite d'économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et il est là, votre livre, La nouvelle guerre des monnaies, Christian Boissieu avec Marc Schwartz aux éditions Odile Jacob. C'est un aspect du sujet. Exactement. Parce que le dollar n'est pas indépendant de la question des droits de douane et réciproquement. Et on va en reparler, je n'en doute pas un instant. Mais pour l'heure, nous sommes avec Vitalie Tétinger. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes présidente de Champagne Tétinger. Merci de prendre le temps parce qu'on imagine à quel point la séquence est intense pour vous. Pour commencer, qu'est-ce qui se passe pour vous à partir d'aujourd'hui ? L'impact très clair et concret de ce qui a été annoncé par le président américain sur vous, votre entreprise, vos salariés, les chiffres? Alors, pour l'instant, il ne se passe rien parce que ce qu'a annoncé le président Trump hier lors de sa conférence, c'est un principe général de 20% qui s'applique à la France, à l'Europe. Pour autant, nous restons un secteur à part. Il n'a pas visé de secteur particulier. Et d'autre part, il a énoncé cette règle qui doit nous interroger, bien sûr, qui est celle de la réciprocité et qui laisse encore un champ d'investigation, de réflexion et sans doute de négociation. On reste ensemble, mais je voudrais vous faire écouter, si vous le voulez bien, les mots du Premier ministre François Bayrou, le tableau très sombre jusqu'à l'impact sur toute la société française. Vous me direz ce que vous en pensez juste après, on l'écoute. Cette décision est une catastrophe pour le monde de l'économie. C'est une immense difficulté pour l'Europe. Je crois que c'est aussi une catastrophe pour les États-Unis et pour les citoyens américains. L'idée que chaque des grandes régions du monde va se refermer sur elle-même. Une catastrophe, c'est une catastrophe pour le monde économique. Vous reprenez les mots du Premier ministre? Pour moi, catastrophe, c'est un mot beaucoup trop fort. Et aujourd'hui, encore une fois, je pense que le monde politique doit se mettre avec le monde économique et les mots du monde économique sont importants. Il faut qu'il y ait de la mesure. Moi, je ne suis personnellement pas en faveur d'une escalade et je vois que plus on va dans les négociations, dans le détail, plus la bonne intelligence des uns et des autres va vers des solutions qui sont des solutions plus douces. Comme le dit le Premier ministre, ce qui est annoncé n'est ni en faveur, bien sûr, de l'Europe ou des autres pays concernés, ni en faveur du peuple américain. Donc, je pense quand même qu'il doit y avoir des discussions qui doivent être apaisées et que les discussions économiques doivent reposer aussi sur l'expertise des acteurs de terrain. Est-ce que ce qui a été déjà annoncé par le gouvernement ce matin, et notamment la taxe sur les services numériques, GAFAM compris, pour vous, c'est déjà aller trop loin? Oui, ça va beaucoup trop loin. Je crois qu'il ne faut pas oublier, et nous avons l'illustration parfaite avec toute cette situation, que ce soit entre l'Ukraine et la Russie ou que ce soit ailleurs, dès que les réactions sont violentes, dès qu'elles sont très liées à des volontés politiques de se positionner, elles enchaînent invariablement une escalade au détriment de victimes qui ne sont pas assises à la table des négociations. Donc pour moi, il est vraiment important dans ce monde où tout va vite de garder beaucoup de mesures, de s'appuyer sur l'histoire. Et en ce qui concerne la France et les États-Unis, et de là où je me situe en Champagne, il y a une histoire fraternelle qui dure depuis très longtemps. En Champagne sont venus mourir des Américains inconnus et célèbres, et ils ont laissé leur vie en France pour un principe qui est celui de la liberté, de s'aimer entre cultures différentes. Et je continue d'y croire.
On reste ensemble, il y a 2 questions et après je vous laisserai parce que vraiment je mesure ce que vous avez à gérer. Claire Fournier pour la première question, ce sera ensuite Yael Gauze. Oui, petite réaction, vous dites que pour l'instant ça n'est pas une catastrophe pour vous, ce n'est peut-être pas le sentiment des plus petites exploitations qui elles vont certainement souffrir de ces droits de douane de 20%, qui par ailleurs ne sont pas 200%. C'est déjà ça on pourrait dire, puisqu'on rappelle que Donald Trump menaçait les vins et spiritueux français de 200% de taxes. Alors, vous dites une chose qui n'est pas totalement juste. Il faut voir que tout le monde n'est pas exposé de la même manière aux États-Unis. Et concrètement, cette mesure a plutôt tendance à toucher ceux qui sont plus exposés, à savoir les grands groupes. Donc aujourd'hui, c'est cet impact-là qui serait le plus dommageable pour la Champagne. Par ailleurs, aujourd'hui, dans l'annonce de Donald Trump, il parle de 20% dans le cadre global de l'Europe. Il n'annule pas ce qu'il a dit avant. Il n'y a toujours pas de certitude quant à cela. Donc moi, je reste extrêmement mesurée. Ce que je sais, c'est que les jours à venir vont être des jours de discussion, de négociation, et que je souhaite que le dialogue soit apaisé. On entend votre appel à la mesure. Question avec Yael Gauze également ? Oui, pardonnez-moi l'expression, mais est-ce que vous n'êtes pas un petit peu en train de faire cavalier seul, d'avoir une démarche un peu solo ? La CPME, le syndicat des petites et moyennes entreprises, appelle à un front politique économique uni. Et on ne peut pas, ce serait un peu naïf de considérer qu'on laisse Trump faire tout seul ce qu'il veut de manière sur le commerce dans le monde sans réagir. Vous ne croyez pas ? Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que les réactions, bien sûr, doivent être concertées. Vous me demandez mon avis et mon sentiment. Je suis toujours en faveur de l'apaisement, toujours en faveur du dialogue et je ne suis jamais en faveur de l'escalade. Après, dire cela ne veut pas dire ne rien faire. Au contraire, il y a beaucoup plus à faire dans le travail fin. Dans le détail, il y a énormément à faire et bien sûr, je me joins à tout ce monde économique auquel j'appartiens. D'accord. Merci beaucoup, Madame Tétinger, Vitalie Tétinger, d'avoir été avec nous, présidente de Champagne Tétinger. Merci pour votre temps. Christiane Boissieu, je me tourne vers vous. Est-ce que vous partagez l'appel à la mesure qu'on vient d'entendre avec la crainte de l'escalade à la clé suite à aux annonces et aux ripostes ? J'appelle à l'absence de naïveté du côté européen. Du côté européen. Voilà, parce que le débat il est européen. Nous avons un tarif extérieur commun, par définition du marché commun. Donc les 20%, ils s'appliquent à nous tous. Et donc je pense que la réponse ne doit pas être française, italienne, allemande, elle doit être européenne. Elle ne doit pas uniquement passer par des taxes. Vous parliez de la taxe GAFA ou GAFAM. Moi je pense qu'il faut aussi... vous savez qu'on va mettre beaucoup d'argent dans la défense. Pour des raisons évidentes, je pense qu'il faut adopter au niveau européen ce que les Américains ont depuis 1933, qui s'appelle un Buy. Aux États-Unis, c'est le Buy American Act. En Europe, je suis partisan d'un Buy European Act, c'est-à-dire faire en sorte, par exemple, dans la défense, mais dans d'autres sujets, qu'une partie importante de l'argent qu'on met dans le circuit profite aux entreprises européennes. Mais Christiane Boissieu, sur les ripostes immédiates, là déjà, il y a eu des ripostes annoncées par le gouvernement ce matin. Est-ce que vous estimez que ça va trop loin ? Parce que vous êtes dans le même appel à la mesure, que ça ne va pas assez loin, parce que vous êtes pour un bras de fer et renforcer ce bras de fer ? Non, je suis partisan de ces mesures. Je dis simplement que des négociations vont s'ouvrir, mais attendez, le calendrier est très serré. Quand vous regardez le calendrier annoncé par M. Trump, on n'a pas beaucoup de temps. Je pense qu'il faut arrêter d'être toujours en position défensive par rapport aux États-Unis. Donc, moi, je souhaite des mesures fortes. Et je reviens sur un sujet, c'est pas uniquement, on peut parler du livre que j'ai publié il y a quelques jours. Je pense que le débat sur les droits de douane n'est pas indépendant de la question du dollar. Parce que M. Trump et ses conseillers, ils veulent à la fois, ils sont en train d'imposer des droits de douane, ils veulent en même temps faire baisser le dollar. Ils veulent gagner sur tous les tableaux. Et je pense qu'ils auront beaucoup de mal à gagner sur tous les tableaux. J'ajoute par rapport à ce qu'a dit le Premier ministre, moi, je pense que les barrières à Trump, elles viendront beaucoup plus de l'intérieur des États-Unis que de nous. Parce que ça va lui faire très mal, ce qui était en train de... parce que l'inflation est là, à mon avis, elle va rebondir avec les droits de douane, plus la baisse du dollar, s'il y a une baisse du dollar. Une récession à la clé ?
En tout cas, la croissance mondiale va ralentir considérablement et ça aura des conséquences négatives pour les États-Unis et pour nous tous. Donc, c'est un scénario perdant-perdant, hein, cette affaire-là. Et on l'a bien vu. Alors, je ne veux pas faire des comparaisons historiques qui valent ce qu'elles valent, d'ailleurs pas toujours grand-chose, mais... les années 1930, excusez-moi, protectionnisme généralisé, à la fin de la journée, comme on dit, il n'y a que des perdants. Donc je pense que même les Américains vont être perdants. Et je pense que les élections de mi-terme de 2026 peuvent être un tournant. Mais je reviens en France, comment on fait pour que les secteurs qui sont visés, pour que les entreprises qui sont touchées soient pas aussi perdantes qu'on le craint. Réunion avec Emmanuel Macron à 16h à l'Élysée avec les secteurs qui sont touchés. Que peut faire la France, le président de la République, pour être à leur côté? Eh bien, écoutez, moi, je reviens sur le niveau européen, même si la France a des choses à dire et à faire. C'est le moment de mettre en œuvre une partie des recommandations du rapport Draghi de septembre dernier. Le rapport Draghi disait « Nous accumulons un retard par rapport aux Américains, et si on ne fait rien, concrètement, le retard va en quelque sorte s'élargir. » Je pense que les bonnes réponses à ces initiatives unilatérales de M. Trump et de ses conseillers, c'est que l'Europe se réarme du point de vue économique et pas uniquement du point de vue militaire. Je veux dire, la réponse, c'est l'innovation. La réponse, c'est la croissance, dans un contexte où on ne va pas nous faire de cadeaux du côté américain. On est dans le rapport de force. Et le rapport de force, il n'est pas que politique, il n'est pas que géopolitique, il est économique. Donc, mettons en œuvre... à Bruxelles, rapidement, une partie des recommandations du rapport Draghi. Claire Fournier. Alors, en ce qui concerne la répercussion économique sur la croissance française, notamment, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire que si on ne réagit pas, c'est une baisse de croissance de toute façon. Et si on réagit de manière concertée au niveau européen, c'est encore pire. On perd plus de points de PIB. Mais est-ce que c'est le prix à payer pour montrer les muscles face à Donald Trump? Vous êtes un économiste libéral, ça doit vous faire horreur, cette libéral, oui. Merci de l'étiquette. Mais... oui, non, je dis simplement, moi ce que je crains, c'est l'escalade. La course à l'échalote sur ces problèmes de tarifs douaniers, parce que, il faut réagir, nous. Mais il y aura sans doute une réaction sur la réaction. Et donc, on va où ? Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, pour moi, la riposte, c'est pas uniquement les tarifs douaniers, c'est aussi des mesures... pas spécialement libéral d'ailleurs, qui consiste à dire il faut qu'une partie des marchés publics européens soit destinée aux entreprises en Europe. Vous parlez beaucoup de riposte, mais certains disent oui, mais négociation aussi. Ursula von der Leyen, elle dit il faut être prêt, on est prêt à négocier. Qui dit négociation, je suis un peu obsessionnelle là-dessus, qui dit négociation, dit concession. Est-ce qu'il faut qu'on soit prêt à lâcher et à concéder dans le cadre de ces négociations? Et si oui, quoi? Mais je vois pas très bien, parce que moi, du côté américain, je sens pas bien l'esprit de coopération en ce moment. Vous avez des décisions complètement unilatérales. Alors c'est le rapport de force, c'est peut-être pour nous obliger à faire amende honorable, à aller, comme on dit, à Canossa, j'en sais rien. Mais, je veux dire, M. Trump et les États-Unis aujourd'hui ne sont pas dans un état d'esprit de coopération internationale. Donc, il ne faut pas être naïf de ce côté-là. Je pense qu'on est dans le rapport de force. Je le regrette, hein. Ben, ça ne me fait pas plaisir. Ça fait plaisir à personne. La guerre économique qui se rajoute à la guerre tout court, ça fait quand même beaucoup. Hein. Gaël Gauze ? Comment réagir quand l'administration de Trump, par la voix de son secrétaire d'État aux Finances, dit surtout ne ripostez pas, vous acceptez votre sort, hein, ne ripostez pas. J'ai plus la citation exacte, vous l'aviez, Amélie, je crois. Il dit je conseille à tous les pays de ne pas riposter, détendez-vous, encaissez le coup. Je pense qu'on va peut-être pouvoir l'écouter. Je vais demander à la formidable Audrey. Voilà, on va l'écouter. Regardez, c'est encore mieux. Encore mieux. Je conseille à tous les pays de ne pas riposter. Détendez-vous, encaissez le coup et attendez de voir comment la situation évolue. Car si vous ripostez, il y aura une escalade. Si vous ne ripostez pas, ceci est le point culminant. C'est quand même d'une extrême violence. Écoutez, c'est trop gentil. Il s'occupe de nous maintenant. Je veux dire, on n'avait vraiment pas besoin de ça. Ça prouve quand même la mauvaise conscience qu'il a. Parce que par rapport aux mesures décidées par son président et à la suite des recommandations du principal conseiller économique de M. Trump qui s'appelle Stéphane Miran. Et Stéphane Miran, qui est le chef des conseillers économiques de Trump, il préconise, je reviens sur la question monétaire, il veut tout faire pour faire baisser le dollar en même temps. Bon, faire baisser le dollar, ça veut dire faire monter les autres devises, faire monter l'euro. On n'a peut-être pas besoin de ça, nous, du côté de la zone euro. Donc, moi, quand le ministre des Finances américain, secrétaire au Trésor, nous donne des conseils sur la manière dont il faut se comporter, est-ce qu'il n'est pas en conflit d'intérêts majeur? C'est l'ingérence un peu?
Je comprends pas. Et je veux dire, tout ça, c'est du folklore, mais du folklore qui est pas drôle. Un avertissement un peu mafieux, en fait. Je sais pas, non, mais moi je on applique, bougez pas trop parce qu'on pourrait faire pire. Non, mais je pense que ça veut dire, pour moi, je reviens sur mon interprétation, ça veut dire qu'en fait, il était en profond désaccord avec les mesures unilatérales décidées. D'ailleurs, il est dans l'équipe, il n'est pas du tout le plus excité, lui. Il est plutôt un homme du juste milieu. Et donc, on a été même étonné qu'il accepte cette position de ministre des Finances, secrétaire au Trésor. Mais est-ce que factuellement, les États-Unis pourraient effectivement aller plus loin que ce qu'ils viennent d'annoncer la nuit dernière? Est-ce qu'ils ont encore des cartes dans leurs mains pour nous faire plier? Si vous voulez, la fragmentation de l'économie mondiale avait commencé bien avant ça. Elle a commencé avec le Covid, à partir de 2020. Si on va vers une économie mondiale qui devient des blocs régionaux qui s'affrontent les uns les autres, moi je vous dis, il n'y aura que des perdants, y compris du côté américain. Et la force de rappel, c'est l'opinion publique américaine, c'est le consommateur américain, ce sont les entreprises américaines. À Detroit, ils vont souffrir des droits de douane sur l'acier et l'aluminium et le reste. Bon, et ils n'ont pas l'air d'intégrer ces effets-là dans leur voitures, notamment. Les pièces détachées pour construire leur propre voiture. Mais ils n'ont pas l'air d'intégrer ça dans le raisonnement. Ils raisonnent sur la première vague et jamais sur la deuxième. Oui, c'est ça, parce que Amélie, vous dites, est-ce qu'ils peuvent aller plus loin? À un moment, il y a des juges de paix. Les juges de paix, ce sont les électeurs américains, effectivement, et puis les marchés, parce on attend à 15h l'ouverture des marchés américains, mais pour l'instant, c'est la débandade sur les marchés asiatiques, sur les marchés européens. Ce sont les Américains qui vont être les juges de paix, les marchés, et malheureusement pas l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui était inexistante, aux abonnés absents. La gouvernance mondiale est au degré zéro aujourd'hui, et c'est ça qui m'embête aussi. Quand on regarde dans le détail, il y a vraiment des mesures qui paraissent extrêmement étonnantes. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, 10%. La métropole, c'est 20%. La Réunion, 37%. Saint-Pierre-et-Miquelon, 50%. Alors, on a vu qu'ils avaient utilisé une formule mathématique qui reprend le déficit commercial avec des coefficients correcteurs. En fait, ils ont été bêtes et méchants. Ils ont appliqué la formule en dissociant certains départements français d'outre-mer de la métropole. Très curieux, je veux dire, c'est une manière de nier même l'intégration de la France. D'une certaine façon, de ne pas reconnaître que nous avons des départements et territoires d'outre-mer. Je veux dire, ou c'est un manque de culture, tout court, pas uniquement économique, ou alors c'est de la provoque. Je ne sais pas comment l'interpréter. Vous dites que les électeurs américains seront les juges de paix, mais notamment pendant la prochaine élection, au moment des midterms. Mais est-ce que ça ne peut pas intervenir avant? Parce que les conséquences, on les voit déjà pour les consommateurs américains qui voient déjà les difficultés à faire leurs courses, par exemple, à s'approvisionner. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une gronde dès les prochaines semaines des consommateurs des Américains? Il peut y avoir une fronde et de la grogne. Je voulais télescoper. Bien vu. Mais je veux dire, l'impact sur l'inflation va mettre peut-être un peu de temps à se manifester. Il y a toujours un petit décalage. Et je reviens, j'ai l'air de prêcher pour mon bouquin, mais je reviens sur la question monétaire. Si le dollar baisse, ça va rajouter un facteur inflationniste à la hausse des droits de douane. Et donc là, la question monétaire ne peut pas être écarté complètement. Quand je regarde les écrits de Stéphane Miran, que je citais tout à l'heure, le principal conseiller économique de M. Trump, il défend la thèse comme quoi le dollar est surévalué, il faut qu'il baisse, bon, etc. On est dans cette guerre d'échange qui s'ajoute à la guerre commerciale. Pour terminer, je reviens sur les mots inscrits en bas de l'écran. Attention à l'effet domino. Quels peuvent être les effets en cascade après les annonces, au-delà du court-termisme, la croissance mondiale, notre croissance à nous pourrait être impactée? La croissance mondiale, c'est surtout ça. Je veux dire, derrière la croissance, vous avez l'emploi, les risques de montée du chômage. Vous avez le retour de l'inflation aux États-Unis et peut-être chez nous aussi, parce que si tout le monde augmente ses droits de douane, l'effet inflationniste il sera général, il ne sera pas qu'américain. Donc on peut être menacé de ce qu'on appelait dans le temps la stagflation, c'est-à-dire plus d'inflation et moins de croissance. On va être au bord de la récession au niveau mondial. Et je veux dire, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il ne faut pas oublier les pays du Sud, j'en ai pas du tout parlé, mais ce qu'on appelle le Sud global. Moi, j'aimerais bien savoir comment ils réagissent. Alors, j'ai vu que... Le Brésil a déjà commencé à... Oui, mais pourtant, le Brésil, il est traité à 10%. Vous avez vu je ne sais pas ce que deviennent le Mexique, le Canada... ils ne sont pas dans la liste. Non, parce qu'ils avaient déjà été taxés avant. Oui, donc ils avaient déjà été traités, comme on dit de manière vulgaire. Ils avaient été traités, donc voilà. Mais tout ça, on vit une période à la fois très intéressante et quand même assez inquiétante.
Merci Christian de Boissieu, comme on n'a pas beaucoup évoqué votre livre. Non mais je le remonte. J'en ai parlé moi-même. La nouvelle guerre des monnaies. Christian de Boissieu, Marc Schwartz, c'est aux éditions Odile Jacob. Il est là, on le voit bien. Merci d'avoir été avec nous et vous restez avec nous. Voilà, on va faire simple puisque c'est l'image à ne pas arrêter. C'est l'heure des chroniqueurs. Allez, à tout de suite.